en étant en règle et en se soumettant, mes parents étaient persuadés que nous échapperions au risque d'arrestation. Pour des gens qui n'ont jamais travaillé la terre, c'était dur, hein? La relation, c'était marche ou crève, quoi. C'était un peu ça. Le problème pour ces gens, ils étaient piégés. Mais où aller ? Durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de Juifs immigrés, réfugiés en région parisienne, ont été incités à partir dans les Ardennes françaises pour devenir ouvriers agricoles. Ces hommes et ces femmes qui fuyaient les persécutions antisémites ont été réduits au quasi-servage par les Allemands qui géraient les exploitations agricoles. Pendant des décennies, le destin de ces Juifs a sombré dans l'oubli. Mais il a ressurgi du passé grâce à la ténacité d'un homme, Maurice Rachefus, rescapé de la rafle du Veldiv. Il est le premier à avoir dévoilé cette histoire que personne n'avait encore jamais racontée. À la fin des années 70, celui-ci a rassemblé sans relâche des documents témoignant de l'existence de ces camps de travail ardennais. Il a même retrouvé à New York la correspondance échangée entre les nazis et l'UGIF, l'Union générale des Israélites de France, une institution créée par Vichy et gérée par des notables israélites français. Il a ainsi découvert qu'entre 1941 et 1944, 700 Juifs étrangers sans ressources ont rejoint les fermes ardennaises en suivant les conseils de l'UGIF. Le rôle de cette institution juive auprès des autorités allemandes est alors un sujet sensible. Maurice Rachefus décide de partir dans les Ardennes à la recherche des récits et des visages de ces hommes, femmes et enfants oubliés par la grande histoire. Durant des semaines, on a sillonné les villages des Ardennes. C'était vraiment une longue enquête qui a duré plusieurs mois. Et les gens que je rencontre, je réveille des souvenirs, parce qu'ils avaient oublié aussi. J'ai rencontré entre autres un monsieur qui m'avait raconté une anecdote épouvantable. Quand il est arrivé dans le petit village où il avait été affecté, les chefs de culture avaient décidé de passer toute une prairie où ils voulaient mettre des pommes de terre à la herse pour voir s'il n'y avait pas eu des mines abandonnées en 1940. Alors ils ont attelé plusieurs travailleurs avec des herses à la place des chevaux et attiré les herses dans le champ avec cette réflexion s'il y a des mines, c'est les Juifs qui sauteront. Et puis ils me racontent qu'ils ont fait ce travail harassant. Et puis après, les Allemands ont dit on peut mettre des vaches là-dedans. Et la première vache qui est rentrée a sauté sur une mine. Pour comprendre comment des centaines de Juifs en sont venus à travailler pour les Allemands dans les fermes ardennaises, il faut remonter à l'invasion de mai 1940. Alors l'invasion allemande, elle va débuter brutalement le 10 mai 40. Et puis ce sont les attaques aériennes à Sedan, ce sont les attaques aériennes à Monthermé. Et alors là, en 3 jours, le département se vide complètement. Il y a, à l'époque, je pense qu'il devait y avoir 320 000 Ardennais. Il y a 300 000 Ardennais qui s'en vont en 3 jours dans une pagaille indescriptible. C'est véritablement quelque chose de terrible sur les routes. Les Allemands profitent de cet exode massif et de l'abandon des fermes
pour déployer un vaste plan de germanisation du nord-est du territoire français. Dans la zone occupée, ils vont donner un statut spécial à 10 départements, allant de la Somme au Jura, en les plaçant sous un régime juridique proche de l'annexion. C'est la zone interdite. Après l'exode, le retour des exilés est interdit dans cette zone, et notamment dans les Ardennes. Les Allemands mettent alors en place la Vole, un organisme chargé d'exploiter les terres spoliées pour le compte d'une société privée allemande. Le commandement de la Vole numéro 3, de loin la plus importante de la zone interdite, regroupe les propriétés agricoles de 380 communes ardennaises en une cinquantaine de fermes collectives. L'objectif, que le département devienne l'un des greniers du Reich. Chaque ferme est placée sous les ordres d'un chef de culture, un gradé militaire allemand ou luxembourgeois, qui va organiser les travaux agricoles. Dans un premier temps, il s'appuie sur des prisonniers de guerre pour faire ce travail. Malgré l'interdiction, de nombreux Ardennais veulent récupérer leurs fermes et passent clandestinement la frontière de la zone interdite. Alors en arrivant chez nous, déception, il y avait un chantier indescriptible dans la maison, tout était bouleversé, et je suis allé voir dans une maison voisine, c'était la même chose. Il y avait une commandature qui était en place. On ne s'attendait pas du tout à ça. Alors il y avait beaucoup d'Allemands dans le village et beaucoup de prisonniers français. Quand on est arrivé à la ferme, le chef de culture nous a dit « halte là ». Alors ma sœur, elle a dit « écoutez, monsieur, on rentre à la maison, on est d'ici, on n'avait rien pour le prouver, si vous voulez, mais on était... » Il a dit « vous n'avez rien ici, tout ça est à moi ». Alors ma sœur lui dit « mais écoutez, on a une ferme ». Et elle a dit « mademoiselle ou madame, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais il a pris et puis il lui a dit « si vous voulez, je prends ma schlag ». Il était très dur, c'était un homme... rien ne lui résistait, si vous voulez. À l'été 1941, 18 000 Ardennais sont revenus. Plutôt que de les renvoyer, les Allemands les engagent comme ouvriers agricoles pour travailler dans leurs fermes désormais confisquées. Malgré l'arrivée de cette main-d'œuvre qualifiée, les rendements ne sont pas satisfaisants. La Vole a besoin de bras bon marché pour exploiter ces vastes terres dédiées désormais au rendement intensif. Les représentants du Reich décident alors de recruter des Juifs. Ils se tournent vers les organisations juives françaises, regroupées au sein d'un comité de coordination sous autorité allemande qui deviendra l'UGIF, l'Union générale des Israélites de France. Ce comité décide de cibler les Juifs étrangers réfugiés à Paris, sans logement viable ni ressources, qui sont frappés par l'interdiction de travailler. Dannecker, le conseiller SS aux affaires juives, exige 6 000 travailleurs juifs étrangers pour les Ardennes au mois d'août 1941. Une réunion se tient avec les notables du comité de coordination des œuvres juives de Paris, et notamment André Bord, qui est leur dirigeant et qui sera vice-président de l'UGIF après novembre 1941, et puis son secrétaire Marcel Stora. Et à la suite de cette réunion du 18 août 1941, on espère les recruter dans la tranche d'âge 18-45 ans. Et on espère combattre les stéréotypes antisémites qui dépeignent les juifs oisifs, urbains, parasites. Et alors que le gouvernement de Vichy valorise le travail de la terre, il s'agit de répondre aussi aux aspirations de Vichy. Mais le recrutement de ces travailleurs juifs étrangers pour les Ardennes, 6 000 réclamés par Dannecker, il va échouer. Parce que ces hommes juifs étrangers se méfient. C'est au compte-gouttes qu'on va se présenter pour partir vers les Ardennes. Face au faible nombre de volontaires, les Allemands haussent le ton et font pression sur les dirigeants de l'organisation israélite. L'UGIF va promettre aux futurs travailleurs, en plus d'un salaire, logement, cantine et la protection de leurs familles restées à Paris.
Un premier transport de 25 candidats au travail agricole part le 11 novembre 1941 de la gare de l'Est dans un train de voyageurs ordinaires. Un deuxième suit le 28 novembre et les transports s'écoulent ainsi au rythme d'1 à 2 par mois. Christine Delard-Leplon, une enseignante ardennaise, s'est passionnée pour cette histoire dont elle a eu connaissance par Maurice Rachefus. Elle a repris les recherches de l'historien, retrouvé de nombreux documents, rencontré de nouveaux témoins et au fil du temps est devenue une référence sur le sujet. Alors, le terme Judenlager est employé communément dans les archives allemandes. Donc, ça signifie camp de juifs, mais en réalité, il ne s'agissait pas de camp au sens où on l'entend, c'est-à-dire fermé, gardé, entouré de barbelés, parce qu'ils n'étaient pas gardés. Ils y allaient volontairement. Quand les juifs sont arrivés, la condition d'hébergement variait selon le village, puisque selon qu'ils sont arrivés dans un village ayant subi les combats et avec beaucoup de destruction, le logement était vraiment compliqué et très précaire, ou alors, quelquefois, ils sont arrivés dans des villages où il n'y avait aucune destruction et le logement était plus convenable. Mais le chef de culture disait aux Juifs, mettez-vous où vous voulez. Il fallait faire le tour du village pour aller repêcher une casserole, des matelas à droite et à gauche, enfin ce qu'il en restait. Bien entendu, c'était des gens qui ne connaissaient rien au travail de la terre. Et la Vaule ne leur a fourni aucun équipement. Donc, ils sont allés travailler bien souvent, les témoins sont assez unanimes, en vêtements de ville, en souliers à talons pointus, etc. Enfin, les Juifs étaient dans des conditions particulièrement dramatiques. J'ai retrouvé des courriers de gens partis dans les Ardennes où ils racontent les difficultés du travail avec le peu de monde dans chaque exploitation pour faire la tâche qu'exige le chef de culture. Et puis, les travails, c'est des fois 10 heures par jour, hein, à l'époque des moissons ou de la récolte des patates. C'est un travail épuisant pour des gens qui n'ont pas les mains calleuses. La plupart étaient fourreurs, tailleurs, petites confections, gantiers, qui exerçaient ce qu'on appelait dans le temps les métiers juifs. À la ferme, c'est le chef qui ordonne, on n'a qu'à obéir. Et par exemple, pour la moindre faute, le chef va balancer une gifle magistrale. Et puis, ou le coup de poing, c'était pratique courante. La journée commence avec le lever du jour et se termine un peu avant le coucher du soleil parce que les chevaux refusent de travailler au-delà, ou du moins n'ont plus de rendement. On travaille le dimanche aussi, et juste un dimanche après-midi par quinzaine, au repos. Alors le salaire était fixé. Seulement le chef pouvait se permettre, pour une faute professionnelle ou autre, de faire sauter une journée. Abziehen. Quand on entendait ein Arbeitstag abgezogen, ça veut dire une journée de travail retirée, ça veut dire qu'on a travaillé pour rien. Ça, tout le monde y avait droit. Il n'y a que les coups que les Juifs avaient le monopole. La vie s'organise discrètement entre les Ardennais dépossédés de leurs fermes et les travailleurs juifs qui ont été pour certains rejoints par leurs familles. L'assistance de l'UGIF est dérisoire. Les salaires de misère ne suffisent pas aux travailleurs juifs pour se nourrir et se vêtir correctement. Le troc, à l'époque, c'est quelque chose qui a servi de pont avec les Ardennais, parce que les Juifs sont arrivés avec un savoir-faire. Et donc, bien qu'il leur soit interdit de fréquenter les non-juifs, ils le faisaient en cachette, notamment le soir ou le dimanche.
Et comme dans toutes les maisons ardennaises, pratiquement, il y avait une machine à coudre, eh bien, les Juifs se sont mis à faire des vêtements dans les vieux manteaux tirés des armoires ou dans les couvertures. Ils ont refait des blousons, des manteaux. Ils ont revêtu les adolescents qui grandissaient trop vite. C'était capital pour les familles. Ou refabriquer des chaussures ou réparer des chaussures, des choses qui étaient vraiment absolument indispensables. Et ce qui fait qu'en échange, ils recevaient des œufs, de la crème, du beurre. Dans le village de Boutancourt, j'ai rencontré un témoin qui m'a raconté donc qu'il avait des souvenirs très précis des Juifs, notamment des enfants de son âge, dont 2 fillettes, Aline Berkowitz et Suzanne Merfisch, qui défilaient dans le village en chantant à tue-tête sur l'air de « Je suis fière d'être bourguignon et je suis fière d'être une youpine ». Et donc, comme il était amoureux de Suzanne, pour attirer son attention, il a gravé dans la pierre ABSM, André Bertrand, Suzanne Merfisch. Les rendements espérés par la Vaule sont loin d'être atteints. Dans les premiers mois de l'année 1942, les Allemands ont besoin de toujours plus de travailleurs juifs. Les petites annonces de l'UGIF sont relativement inefficaces. La préfecture de police de Paris et les SS vont alors se tourner vers les camps d'internement. Drancy, Pithiviers ou celui de Mérignac en Gironde. À Mérignac, Roland Musnick, responsable au sein de l'UGIF des travailleurs des Ardennes, recrute un groupe de 25 juifs. Ces hommes avaient été arrêtés quelques mois plus tôt dans un chantier forestier dit du Maréchal, alors qu'ils étaient bûcherons volontaires. Ce travail aurait dû pourtant leur éviter l'internement. Parmi eux, Simon Krager. Mon père, avec ses camarades, ils ont été libérés en mars 1942 et affectés au village de Bulson. Un des éléments dans leur décision de s'engager comme travailleurs agricoles dans les Ardennes, c'était d'être libérés du camp et le fait que cet engagement allait le protéger des arrestations ainsi que sa famille. Et cet argument-là avait également pesé beaucoup dans leur décision, étant donné l'insécurité des Juifs en zone occupée à cette époque. Mon père nous relatait ces conditions difficiles de travail, de mépris, d'injures, de menaces, voire de coups de pied éventuellement, ou même de coups de cravache. Et il y avait eu le décès brutal en plein travail d'un de ses amis, Henri Erickson, qui était camionneur, et que du fait de la force physique qu'il avait, lui, par rapport aux autres, était chargé des corvées les plus difficiles et les plus dures. Depuis quelques jours déjà, il avait ressenti une fatigue très importante et il aurait bien aimé pouvoir s'arrêter, quitte à produire un certificat médical. Mais étant donné les sanctions dont étaient menacés ses camarades quand ils se plaignaient de trop de fatigue, et voire de maladie, Henri Erickson n'avait pas voulu s'arrêter et il est mort dans le grenier où ils entreposaient les sacs de blé. Le malaise s'installe face aux conditions désastreuses dans lesquelles se trouvent les Juifs des Ardennes, et les plaintes s'accumulent dans les bureaux parisiens de l'Union générale des Israélites de France. Les dirigeants de l'UGIF demandent des explications à leurs représentants sur place, Léon Eskenazi.
Nous avons noté que les permissions étaient supprimées pour les groupes de Francheval, Maison Blanche et Blanc-Champagne. Nous sommes très surpris de cette décision, car ces hommes ont droit à 8 jours de permission. Nous espérons que les permissions reprendront bientôt. Si la raison donnée est le manque de main-d'œuvre, nous comprenons difficilement pourquoi les 13 hommes envoyés par le dernier transport n'ont pas été répartis dans les groupes trop peu nombreux. Nous viendrons, Madame Stern et moi, le jeudi 26 courant, et vous apporterons les fonds nécessaires à la mise en marche du groupement d'achat prévu. En mars 1942, on a Fernand Musny qui se rend dans les Ardennes, qui observe d'abord la situation sanitaire désastreuse de ces Juifs, qui sont suivis par un seul médecin, alors qu'ils sont dispersés sur tout le département. Ils n'ont plus de vêtements intacts, de souliers intacts, il manque d'argent, il manque de soins, ils vivent dans des conditions misérables. Et Fernand Musnick répond à ces demandes des Juifs et étrangers des Ardennes en ouvrant une régie d'avance de 30 000 francs pour les aider à mieux se nourrir, à mieux se vêtir, etc. Et en réaction, les Allemands interdisent les laissez-passer à ces dirigeants de l'UJIF. Ils sont trop curieux, on leur interdit d'aller dans les Ardennes. Au printemps 1942, l'UJIF n'a plus aucun contrôle sur ce qui se passe dans les Ardennes. Pourtant, elle continue sa politique de recrutement. Les transports vers les fermes de la Vaule se poursuivent au même rythme. Les futurs travailleurs, modérément confiants au départ, sont tous saisis par la même stupeur à leur arrivée. Ça, c'est une question 10 fois qu'on m'a posé. Pourquoi on ne s'est pas sauvé? Sauvés parce qu'ils étaient tellement identifiables. Ils avaient des vêtements qui étaient, vous savez, usés. Ils avaient l'air de pauvres types. Ils avaient les chaussures abîmées parce que c'était des chaussures de ville pour faire le travail. Ils n'avaient rien fourni. Ils avaient les toiles qu'il fallait découdre. Ils n'avaient pas de papier. Ils étaient dans une région qui était sillonnée par gendarmes allemands. Gendarme allemand, c'était impressionnant. Moi, j'avais 13 ans. J'avais une frousse, moi, quand j'ai vu le gendarme allemand. Ils portaient une espèce de plaque sur la poitrine, comme ça. Puis ils avaient des casques. Physiquement, c'était épouvantable. Hein. Donc, pour partir, il fallait de l'argent. Il fallait des papiers. On n'avait pas le droit de voyager sans papier, même les Français, enfin, les non-juifs. Hein, partout, il fallait des papiers. Vous demandez des papiers, il y avait des rafles, des contrôles. Hein. Alors là, ils avaient l'impression, dans les Ardennes, de bénéficier un peu d'un îlot de protection. Et que pour se sauver... Alors, il y en a qui sont sauvés, qui avaient bénéficié, parce que je l'ai oublié, ils avaient le droit en principe à des permissions dans les contrats de départ. Et il y en a qui étaient partis en permission dans d'autres villages. Et qui se sont sauvés parce qu'ils étaient en permission. Alors là, j'ai un document qui vaut la peine, qui est de mars 1942 et qui porte en titre « Évasion de Juifs ». Et c'est le chef de culture qui signale que 3 Juifs se sont évadés et ont été arrêtés tous les 3 dans le train de Rethel. J'ai ici une liste des travailleurs qui ont quitté leur cantonnement et qui sont notés comme partis ou disparus. Il y a le groupe et le village où ils travaillaient et le jour où ils sont évadés. Cela, c'est entre la mi-juin et la mi-juillet 1942. Les 16 et 17 juillet 1942 marquent un tournant pour les travailleurs juifs de la Vaule. C'est la rafle du Veldiv. Les familles restées à Paris, qui se pensaient protégées par le statut de leurs proches engagés dans les Ardennes, sont arrêtées au même titre que les autres. Nous sommes restés donc au Veldiv depuis le jeudi 16 juillet jusqu'au dimanche 19 juillet. Et ma mère, qui souhaitait toujours nous rassurer, nous dit qu'elle a beaucoup d'espoir sur l'intervention de mon père grâce à sa situation là-bas dans les Ardennes
Et d'autre part, ma tante, la sœur de ma mère, a été engagée récemment à l'UGIF. Et donc, elle espère aussi que ma tante, par l'intermédiaire de l'UGIF, pourra faire quelque chose pour nous et nous libérer. L'UGIF tente de faire respecter la promesse de protection faite aux travailleurs des Ardennes et dresse une liste des familles arrêtées qu'elle transmet aux autorités allemandes pour les faire libérer. Mais l'irréparable se produit. Tous les adultes de la rafle sont finalement déportés à Auschwitz, tandis que les enfants sont transférés au camp de Drancy. Nous arrivons à Drancy le 15 août 1942. Nous sommes mis dans le bloc où uniquement nous trouvons de la paille pour coucher, sans aucun moyen ni de prise d'eau, une tinette à chaque étage pour faire les besoins. Et les enfants sont dans un état absolument épouvantable. Pour certains, on en ignore le nom parce qu'ils sont trop petits et ils ne connaissent que leur diminutif. Hein. C'est Riri, c'est Bébert. Et on ne les connaît pas, on n'a pas de contact avec eux parce qu'ils sont dans une espèce de situation, d'enfants autistes, avec déjà des poux et de la gale et des troubles digestifs incontrôlables. L'UGIF identifie 34 enfants internés. Elle essaie de faire valider cette liste auprès des autorités occupantes. Au même moment, au mois d'août 1942, un jeune homme de 17 ans rescapé de la rafle est arrêté par la police française alors qu'il se cache chez un ami tailleur. Plutôt que de le conduire à la Gestapo, les policiers mènent le jeune David Davidovitch au siège principal de l'UGIF, rue de Téhéran. Là, il y a un monsieur âgé et portant une étoile jaune qui était là, qui dit au policier « c'est pour moi » et le policier dit « oui ». Alors je vois le monsieur âgé remettre une enveloppe au policier. Le monsieur m'explique ici nous sommes attachés à orienter les jeunes juifs vers les travaux agricoles pour devenir un peuple normal. Et on m'explique que les juifs sont embauchés, ce n'est pas une arrestation, vous allez être affecté à des fermes, vous serez payé et vous aurez la sécurité sociale et toute la garantie pour les proches parents d'être couverts par votre travail. Je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Si les Ardennes, c'est la France, j'aviserai sur place. Et je me présente à la gare de l'Est, muni d'un laissez-passer, d'un Ausweis. Et il y avait déjà un petit groupe, 4 ou 5 juifs, étoile jaune, remis en bonne place. Et le monsieur qui nous dirigeait, il s'appelait Spitzer, avocat juif viennois, et qui faisait partie du personnel de l'UGIF. Donc nous sommes arrivés à Rethel, et là, comité d'accueil. Sur le quai, il y a un militaire allemand qui nous dit « Je vous conduis à votre lieu de travail, ça s'appelle Chaumont-Montagne, c'est une grosse ferme. » Alors je vois Écli, Remocourt, Serincourt, et à un moment donné, la camionnette vire sur un petit chemin étroit, et on aperçoit des gros bâtiments, quelque chose de beaucoup plus grand que les petites fermes habituelles, dans la cour de Chaumont-Montagne. On nous fait descendre, on s'aligne devant le bâtiment qui était la maison de maître. Et nous attendons un moment, arrive un soldat, c'était le chef de culture, Heinz Kuttrip. Alors Kuttrip, les prisonniers de guerre l'avaient surnommé Kuttrik. Et ce qui résume bien, cet homme, il était brutal.
À Paris, le temps passe dangereusement et les enfants des travailleurs des Ardennes sont toujours internés à Drancy. Le 26 août, un ordre de libération est finalement signé par les Allemands, mais il se perd dans les bureaux de la préfecture de police de Paris. C'est ma tante de Lugif qui a pris l'initiative de retourner à la Gestapo avec l'étoile pour leur faire signer une deuxième fois la liste. Et ce sont dans ces conditions-là que l'ordre de libération est parvenu à Drancy le 23 septembre 1942 et qu'on a fait l'appel des enfants à Drancy, dont nous faisions partie, pour la libération. Alors nous nous sommes retrouvés, ma sœur et moi, les seuls à répondre à cet appel, car tous les autres enfants avaient été déportés depuis au moins un mois. Annette et sa sœur ont été épargnées grâce à l'intervention quelques semaines plus tôt d'une cousine employée au secrétariat du camp de Drancy. En découvrant leur nom sur la liste des départs, elle les avait sortis du bloc destiné aux partants. L'UGIF a échoué à sauver les enfants. Mais les recrutements pour les Ardennes se poursuivent. À chaque fois, c'est par le groupe d'une vingtaine de personnes, entre 15 et 20 personnes qui arrivent. Ça, c'est 16 octobre 42. Ça, c'est mal classé, 28 août 42. 7 août 42, 25 août 42, il y en a un paquet, hein. 31 juillet 42, 3 septembre 42. Il y aura beaucoup plus de gens qui arrivent en 42, c'est après les rafles dans la région parisienne. C'est typique du fait que c'est une histoire entre guillemets malsaine. Parce que les gens de l'UGIF, ils sont constamment sous la menace de la Gestapo et du service 4B de la Gestapo à Paris. Ils sont otages eux aussi, d'une certaine manière. Ils sont morts de trouille. À Paris, la situation devient de plus en plus intenable pour les Juifs. Les Ardennes apparaissent alors pour certains comme une possibilité d'échapper aux arrestations. C'est le cas des grands-parents de Daniel Habert, qui se présentent rue de Téhéran, puis prennent la direction des fermes de la Vôle au mois d'août 1942. Les Ardennes, c'est une question complexe et sensible. Comment des associations représentant les Juifs ont-elles pu travailler avec les Allemands, collaborer ? Moi, je ne me sens pas en position de juger froidement avec l'air supérieur de celui qui aurait fait mieux. J'ai beaucoup de compréhension pour à la fois les Juifs qui y sont allés dans ce piège. Je ne pense pas que je puisse dire que mes grands-parents aient eu tort. Donc j'ai plutôt de la pitié pour tout le monde, et y compris pour l'UGIF, qui a, je crois, fait ce qu'elle a cru bien faire. Au même moment, plusieurs membres de la famille paternelle de Mireille Milstein partent à leur tour dans les Ardennes. Ils étaient 9 à se cacher dans la boutique de sa mère, une modeste blanchisseuse française du 13e arrondissement. Ils dormaient, par sexe, c'est-à-dire il y avait les filles qui dormaient ensemble, tête bêche, dans un lit. Dans la boutique, il y en avait qui dormaient sur la table à repasser, il y en avait qui dormaient sous la table à repasser. Enfin, des choses un petit peu compliquées pour faire rentrer tout ce monde-là dans cet endroit. Jacob, mon grand-père, se retrouvait évidemment complètement démuni et dépendant. C'était un homme, c'était le chef de famille. Et il ne pouvait plus, en fait, assumer ce rôle de chef de famille, donc contribuer à nourrir et protéger tout le monde. Il trouvait ça humiliant et il voulait trouver une solution pour retrouver, sa dignité en tant qu'homme et chef de famille.
Et un jour, il a dit qu'il avait trouvé une solution. Que la solution, il allait partir travailler dans les Ardennes, qu'on lui avait proposé d'aller travailler là-bas, que là-bas, il allait pouvoir vivre dignement, gagner de l'argent, ce qu'il ne pouvait plus faire du tout en étant à Paris. Ces informations, à l'époque, étaient données par l'UGIF qui disait que les gens qui partaient, ainsi que leurs biens, allaient être protégés. Donc pour lui, c'était une assurance, c'était une instance juive en laquelle il avait confiance. Et il a tout simplement suivi les conseils. L'inquiétude, c'est également ce qui va conduire Cheia Fried vers les Ardennes. Grâce au statut de prisonnier de guerre de son mari, elle a échappé à la rafle du Veldiv. Mais avec sa très jeune fille Sarah, sa situation est devenue trop précaire à Paris. Ma mère voyait toujours l'avenir. On ne m'a pas arrêtée maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas m'arrêter ultérieurement. Donc il faut que je trouve une solution. Moi, elle m'avait déjà placée en nourrice à Aubervilliers, chez une dame qui tenait un hôtel meublé. Et donc la solution, elle est allée trouver l'UGIF en disant voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je n'arrive pas à payer mon loyer, à payer la nourrice. Donc ils lui ont dit il y a une solution, vous partez travailler, vous allez faire des travaux des champs, agriculture, vous aurez comme ça la certitude de ne pas être arrêté et on va payer votre loyer et la nourrice. Mais ma mère était très méfiante et elle les appelait les Braunhidler, les gens de l'UGIF, ce qui veut dire péjoratif, des collabos, quoi. Et quand ils ont fait une enquête, elle n'a surtout pas donné mon adresse. Parce qu'elle ne savait pas qu'est-ce qui pouvait se passer et elle était très, très, très méfiante. Quand ma mère est partie dans les Ardennes, elle arrive à Le Radois. Je crois qu'elle s'est tout de suite rendue compte qu'elle avait été dupée. Au Radois, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'eau courante. Il y avait une petite source où on pouvait prendre un peu d'eau. Voilà. Il n'y avait pas compté sur l'intimité, pas ma chambre. Il y avait de la litière par terre, comme une écurie. Et je partageais cette chambre avec 7 autres hommes adultes. Et moi, j'étais un gamin à leurs yeux. Et donc, la solidarité... Ils m'ont laissé une place sous la fenêtre. Et j'ai dit, c'est gentil, c'est sympathique, j'aime bien la lumière. Mais j'ai compris, comme les fenêtres n'étaient pas étanches, l'hiver, il allait... Et l'automne même est déjà terrible quand vous vous couchez là et que le courant d'air froid vous caresse le cou, c'est pas génial. Alors comme mobilier, nous avions un clou. J'avais un clou et sur lequel on accrochait nos vêtements. Et voilà, c'était tout le mobilier. « 1943, le recrutement et les transports de travailleurs juifs cessent. Le Reich essuie défaite sur le front de l'Est depuis la bataille de Stalingrad et accélère secrètement sa machine infernale d'extermination. Dans les Ardennes, si la Vaule n'embauche plus de juifs, elle recrute en masse des ouvriers agricoles polonais. Les centaines de familles juives toujours présentes dans le département ne sont pas inquiétées et leur vie précaire suit son cours. Il y avait un ingénieur agronome allemand et qui expérimentait, il y avait beaucoup d'expérimentation, le Dampflug, c'est-à-dire le labour avec la machine à vapeur. Alors imaginez 2 locomobiles, un treuil et une passerelle avec 8 socs. J'étais chargé de poser la cale sur une machine
et de l'enlever lorsqu'il fallait déplacer. Alors il y avait des temps morts et le chef allemand demande que je lui dise comment ça se passe pour nous. Alors je lui dis que je lui décris notre situation avec le ton de quelqu'un qui parle d'un bagne. Alors à la fin, il me dit, tu sais que tu as encore beaucoup de chance. J'ai dit, quelle chance? C'est d'être en France et non pas en Pologne. Je dis, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en Pologne? Et il me dit, eh bien, les gens qui arrivent là-bas, on les extermine. Les problèmes se sont aggravés quand on a amené dans les Ardennes, en mars 1943, je crois, des prisonniers polonais. Là, ils ont commencé à raconter les atrocités que les Allemands faisaient en Pologne. En particulier qu'on brûlait les gens. La plupart des travailleurs ont dit « Oh là là, ces antisémites, ils veulent nous démoraliser, nous faire peur. » Mais une partie de ces ouvriers, dont ma mère, était sûre de la véracité de ces faits. Et j'ai trouvé dans un courrier de M. Eskenazi, il évoque ce problème. Il dit « Les Juifs, il y a un climat d'inquiétude depuis l'arrivée des Polonais, et j'essaye en vain de les rassurer, mais beaucoup qui sont partis en permission ne sont pas revenus. » Simon Krager n'a pas revu ses filles depuis leur libération de Drancy. Il obtient de la commandanture de Sedan l'autorisation de les faire venir à Bulson pour les vacances scolaires, avec un Ausweis, un laissez-passer qui leur permettra de retourner à Paris. Durant ce séjour, le chef de culture exige notre participation aux travaux au champ. Et quand nous travaillons dans les champs, le chef de culture sillonne les champs à cheval, la cravache à la main, pour s'assurer de l'absence de pause et du rendement suffisant de ces travailleurs esclaves. La perception que je peux avoir du chef allemand, ce sont ces arrivées impromptues, brutales, ces injures en allemand, incarnant en fait la dépendance et la situation d'esclaves, nous en bas, au ras de la terre, et le chef en haut sur son cheval. À la fin de l'été, le chef de culture s'oppose au retour à Paris des filles de Simon Krager. Une nuit, elles s'échappent et après bien des périls, prennent le train à Charleville pour Paris, munis de leur laissez-passer toujours valide. Quelques mois plus tard, leur père s'évadera à son tour grâce à l'aide d'une famille de Sedan. À la fin de l'été 1943, plus aucun juif n'est protégé. Le 4 septembre, Fernand Musnik et toute la direction de l'UGIF sont arrêtés puis déportés à Auschwitz par le convoi numéro 63. En janvier 1944, il reste environ 330 travailleurs juifs et leurs familles dans les Ardennes. Au matin du 4 janvier, dans tout le département, des camions bâchés font mouvement vers les fermes de la Vaule. Le chef de culture les prévient qu'ils ne travailleront pas, qu'il faut qu'ils viennent, qu'ils emmènent tout ce qu'ils avaient leur papier d'identité et tout, pour qu'on allait les transférer ailleurs. Alors ça, ma mère tout de suite s'est dit, là, il faut à tout prix que je me sauve. C'est mauvais signe, on nous emmène vers la mort. Jacob s'est mis en route.
Donc, sa fille, Mireille, a dit bah, « je vais avec toi, papa ». Et il y avait donc mon oncle Maurice qui était là, qui était présent, et il a dit à son père « faut pas y aller, c'est pas normal, faut pas y aller ». C'est lui qui m'a raconté ça. Et son père lui a dit « mais si, il faut y aller ». Et donc, vu que Jacob y allait, Mireille voulait rester avec son père pour le protéger, visiblement. Il y aurait eu une discussion entre Jacob et Maurice, et finalement, Jacob lui dit bah, « écoute, hein, finalement, tu fais ce que tu veux ». Et Maurice a dit bah, « écoute, j'y vais pas ». En me rendant à mon travail, le 4 janvier 1944, je vois les gens, les Juifs, revenir en sens inverse. Je partais et je demande que se passe-t-il. Ils me disent il faut retourner parce qu'on a dit qu'il y a une inspection, qu'il faut s'habiller proprement avec nos étoiles jaunes. Et donc, tu viens avec nous. Je dis non, je vais jusqu'à... Je n'ai rien entendu, je vais jusqu'à Chaumontagne. Je vois Coutrib. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, oui, on a une inspection. Alors je dis, alors le voyage à Charleville est annulé. Il répond, non, toi, tu pars avec la liste des achats que tu dois faire, etc. Quand ma mère a décidé de s'enfuir, elle voit arriver son beau-frère, Mayer Schwartz, qui dit, moi aussi, je vais partir. Et chacun... Ils ont eu l'idée de marcher d'un côté et de l'autre de la route. À un moment donné, ma mère croise un Allemand. Elle ne le connaissait pas, il ne la connaissait pas. Il lui dit en allemand « Sind Sie Jude ?» « Êtes-vous juive ?» Et ma mère a répondu en polonais. Donc il s'est dit « C'est une ouvrière polonaise. » Bon, il est parti et elle a continué sa route. Quelques moments plus tard, elle entend une voiture qui arrive, qui s'arrête. Elle se retourne et qu'est-ce qu'elle voit? Mon oncle qui monte dans cette voiture. Donc ma mère, quand elle a vu que son beau-frère, elle a tout de suite compris et elle est partie sur la route, seule. Ma mère, elle avait toujours dans l'esprit qu'il fallait lutter, se sauver. Grâce à cet état d'esprit, elle s'est sauvée et elle m'a sauvée aussi. En fin de journée, je vois arriver Coutrib en motocyclette et il dit « Tiens, on va prendre une bière ». Et il me dit qu'effectivement, contrairement à ce qu'il croyait, c'était une arrestation de tous les Juifs. Et tous les Juifs ont été pris. Et je suis chargé de te ramener. Alors moi, j'avais mis les mains sur le guéridon, prêt à le pousser brutalement contre son estomac et prendre la poudre d'escampette. Mais lui, il avait déjà fait le contrepoids. Il m'a dit, ce coup-là, ce coup de voyou, on me l'a déjà fait, alors tu ne vas pas le faire. J'ai réfléchi en cours de route. Je ne t'ai pas vu. Full con. Et voilà pourquoi je suis là pour vous raconter ça. Sur les 330 juifs présents dans les Ardennes en janvier 1944, un tiers parvient à s'échapper. Des Ardennais les protégeront, les cacheront, organiseront des évasions vers la Belgique, portant ainsi secours à ceux qu'ils avaient appris à connaître. Quant aux 222 juifs, travailleurs, femmes et enfants arrêtés, on les conduit à la gare de Charleville. Ma mère a conservé cette lettre qui est écrite au crayon à papier, qui est à peine lisible maintenant. Mireille dit « Mes très chers tous, de Rethel où nous a menés à Charleville, je suis dans un café avec un gendarme français.
Mes bagages sont dans les wagons à bestiaux. J'aurais fui si papa le ferait. Avec, je crois que je l'ai écrit à côté car c'est à peine lisible, mais le ferait avec moi, mais comme ça. Maurice et maman y auront peut-être échappé. Tant mieux pour eux. Je crois que nous partons sur Drancy. Je crois que maman et le petit sont à Fraillicourt. Je ne peux en mettre davantage, je crois que je perds la tête. Adieu mes adorés, ne pleurez pas. Ayez courage les enfants, nous nous reverrons. Pauvre maman, elle ne le supportera pas. Elle ne sait même pas où nous sommes. Encore des bises de votre sœur qui vous aime, Mireille. Papa vous embrasse.